Alors pour moi, si déjà tu regardes plus globalement au niveau du fonctionnement d'équipe ou de la dynamique de groupe, la cohésion ça en fait partie, hein, mais si tu regardes plus globalement au niveau du fonctionnement d'une équipe sportive, c'est similaire. Tu vois, ça part de la composition d'équipe, tes personnalités, tes cultures, tes compétences, etc. au niveau de ton groupe. Ça va influencer la dynamique de groupe. Et dans la dynamique de groupe, bah, tu as la cohésion, tu as le travail d'équipe, tu as la structure de ton groupe, le leadership, les normes, les rôles, etc. Et ça influence derrière la performance et puis c'est rétroactif. Et ensuite, donc ça c'est similaire, garçons et filles. Mais sur la cohésion spécifiquement, il y a effectivement il y a quelques études qui commencent à montrer qu'il y a des différences. La cohésion, globalement, c'est la tendance des membres du groupe à rester unis dans l'atteinte d'un objectif commun. Et ensuite, il faut séparer cohésion sociale, donc plutôt hors terrain, vestiaire, et cohésion opératoire, où là, c'est vraiment sur le terrain, plutôt très football. Et quand tu as cette distinction-là en tête, en fait, la spécificité des féminines, c'est que la cohésion sociale, donc hors terrain, elle semblerait avoir une importance particulière en comparaison aux effectifs masculins. C'est-à-dire que globalement, si on résume, les filles, elles auraient peut-être plus besoin de cette connexion hors terrain pour pouvoir performer sur le terrain. C'est pour ça que moi, je vais récolter des données. C'est justement pour plutôt identifier des leviers d'action spécifiques à un contexte, à un groupe en particulier, et pas juste à une différence fille ou garçon. Après, effectivement, si tu regardes au niveau individuel, il y a des études où il y a des éléments sur notamment l'estime de soi, par exemple, et donc avec des différences, notamment chez les adolescents, entre filles et garçons, avec des besoins particuliers peut-être chez les filles sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc oui, tu peux avoir ça en tête, mais pour moi, ça serait pas... tu vois, j'interviendrai pas avec ce prisme-là tout le temps, en me disant il faut absolument que j'intervienne de cette manière avec les filles, mais plutôt au niveau du groupe, voir un petit peu quels sont les besoins, et avec les données justement que tu vois, moi j'apporte, l'idée c'est de me dire, ok, tu vois, par exemple, si je cartographie les relations dans le groupe, j'arrive à voir quelle fille, par exemple, quelle joueuse est un peu en retrait, quelle joueuse est connectée à qui, quelle joueuse... Et en fait, identifier leurs besoins grâce à ça, et pas juste en me disant, comme c'est une fille, elle a ces besoins-là. Souvent, je dis qu'on oublie un petit peu que justement la performance collective, c'est pas juste une addition d'individus, c'est comment les individus fonctionnent les uns avec les autres. Mais effectivement, si tu regardes en termes de dynamique de groupe, de cohésion, c'est difficile, moi je trouve, de se dire globalement elles ont toutes les mêmes besoins parce que c'est des filles d'un certain âge, d'une certaine catégorie. Il y a sûrement des grandes tendances et c'est très bien de les avoir en tête. Et c'est pour ça, je pense qu'en tant que coach, c'est important d'être spécialiste de ton contexte. Par exemple, un coach qui a travaillé 10 ans dans le foot féminin, il n'a pas les mêmes réflexes et pas la même connaissance qu'un coach qui n'a pas travaillé dans le foot féminin, ça c'est sûr. Mais par contre, je suis quand même convaincue que tout dépend de ton contexte et que c'est difficile d'arriver avec une idée préconçue, un modèle que tu vas calquer dans n'importe quel contexte, quoi. Chaque contexte est spécifique, tu as des grandes tendances liées au genre, c'est sûr, mais pour moi c'est quelque chose, si je reviens à mon modèle de fonctionnement d'une équipe sportive, c'est le début en gros, c'est les entrées, c'est ta composition d'équipe. Qui est-ce que tu as, genre quelles sont les cartes que tu as en main en tant que coach, quelles sont les personnalités que tu as dans ton groupe, quelles sont les cultures, quelles sont les compétences footballistiques ou autres. Et après, à partir de ça, ça va impacter ta dynamique et c'est important de savoir exactement et d'avoir des données précises là-dessus. Oui, alors oui, moi j'aurais tendance à dire oui, ou alors dans tous les cas, ça dépend un peu comment on pose la question parce que on ne peut pas ignorer la cohésion, c'est un élément central de la dynamique de groupe, mais là où je te réponds oui, c'est parce qu'en fait la cohésion c'est un élément parmi tant d'autres dans la dynamique de groupe. En gros, justement, dans la manière dont c'est pris en charge souvent, c'est très résumé à ce grand mot de la cohésion et qui, justement, souvent on n'a pas totalement la définition derrière, on pense que c'est un peu juste la bonne ambiance, être copains ou être amis les uns avec les autres, les unes avec les autres. Mais là où je te dis, tu peux parler de dynamique de groupe sans parler de cohésion, c'est que en fait, tout dépend des besoins de ton équipe et des priorités. Et j'en reviens encore une fois aux données, mais si tu as des données précises, peut-être qu'il y a des données qui vont te montrer que certaines équipes, elles n'ont pas du tout besoin de cohésion pour fonctionner. Notamment des équipes masculines ont peut-être moins besoin de cohésion, comme on a dit, de cohésion sociale pour performer que des équipes féminines. Et en fait, si tu regardes toutes les variables, tout le spectre de la dynamique de groupe, en fait, il y a plein de choses que les coachs activent déjà au quotidien, sans savoir qu'ils travaillent sur de la dynamique de groupe. Mais clarifier tes objectifs, c'est déjà de la dynamique de groupe. Travailler sur la communication, la coordination, c'est déjà de la dynamique de groupe aussi.
Globalement, en gros, dans la dynamique de groupe, tu as trois grands éléments. Tu as tout ce qui est, donc on appelle ça des états émergents, mais globalement, c'est tout ce qui est cohésion et identité d'équipe. Tu as toute une partie plutôt processus d'équipe, donc c'est le travail d'équipe, et ça c'est toute une palette. C'est tout ce que l'équipe fait pour performer. Donc ça peut être, comme on a dit, communiquer, se coordonner, résoudre des conflits, résoudre des problèmes sur le terrain, s'entraider, tout ça c'est le travail d'équipe. Et le dernier élément, c'est la structure de ton groupe, en termes de rôle, de leadership, de normes, etc. C'est pas possible de donner une réponse claire et nette par rapport aux filles ou aux garçons, parce que en fait, pour moi, ça dépend donc, effectivement de caractéristiques individuelles. Et je pense que si effectivement tu vas creuser du côté des études sur la personnalité, ben oui, tu as peut-être des grandes tendances tendance au collectivisme ou à l'individualisme entre filles et garçons, mais vraiment moi je n'irais pas trop dans ce sens-là. Ça dépend pour moi du cadre qui est mis en place, ça dépend plus de ton système, ça dépend de ta culture club. Ce qui m'interpelle plus ou ce qui m'a interpellé dans mon parcours, c'est plutôt par exemple la différence entre des équipes pro et des équipes jeunes. À l'académie, dans une académie, c'est plus difficile parfois de jouer pour le maillot ou d'inculquer ça, alors que bah oui, c'est un sport collectif, mais ils sont tous là pour essayer de percer, pour essayer d'être pro à un moment donné. Donc parfois c'est un peu contradictoire d'essayer de leur inculquer cette idée de bosser pour le maillot, pour l'équipe et pour le club, de mettre la dynamique de groupe sur un piédestal, alors que derrière, ben, la réalité c'est qu'il n'y en a peut-être qu'un qui va signer, quoi, ou une qui va signer. Moins tu as de perturbations extérieures, tu vois par exemple dans les clubs pro, bah, tu as l'aspect salaire, tu as l'aspect prime, tu as l'aspect contrat, tu vois, au-delà du fait d'avoir envie de jouer, parce qu'en fait c'est ça qui prime quand même dans n'importe quel club, c'est juste des gens qui ont envie de jouer au foot. Je pense que quand tu as peut-être moins l'aspect argent, peut-être que dans un club amateur, ça peut être plus simple parfois de jouer pour le maillot, s'il n'y a pas ces éléments-là perturbateurs extérieurs. Mais ça dépend vraiment du club et de la culture club. Moi, par exemple, je viens de Bretagne, je suis bretonne, et je pense que, par exemple, des clubs bretons, avec des identités très fortes comme ça, où en fait tu peux facilement broder autour, on va dire, parce qu'en fait les gens sont déjà fiers d'emblée d'être de cette région. En fait, après, tu peux créer un vrai truc autour de ça pour partager des valeurs, pour transmettre ça au niveau de ton groupe. Non, je pense pas forcément. Tout dépend de... Parce qu'en fait, ça suggérerait que toutes les femmes coachent de la même manière et c'est pas forcément le cas. Mais ça revient à la connaissance du contexte quand même. Effectivement, si toi-même tu es une femme et que tu as joué au foot, ben, peut-être que tu as une meilleure connaissance du contexte. Mais à part ça, pour moi, ça dépend encore une fois du cadre que tu poses. Et surtout, même si tu vas plus loin, des perceptions des autres. Donc des perceptions des membres du groupe de tes compétences. Et en fait, est-ce qu'en étant une femme ou un homme, tu vas plus facilement inspirer de la confiance? Et donc, est-ce que les membres du groupe vont plus facilement te percevoir comme, par exemple, les déterminants d'une relation de confiance entre joueuse et staff? C'est les perceptions de compétences, perception de bienveillance et perception d'intégrité. Et en fait, ça, peu importe la réalité objective de tes compétences, de ta bienveillance, de ton intégrité, c'est comment elles le perçoivent. Donc, est-ce que quand tu arrives en tant que coach homme, par exemple, qui n'a jamais coaché dans le foot féminin, est-ce que ça ne va pas venir un peu perturber la perception de compétences? À l'inverse, si tu arrives dans le foot féminin et que tu es un grand nom dans le football, peut-être que d'emblée, dans la perception de compétences, tu es déjà plutôt pas mal. Et après, ben, au fil du temps, ça variera. Donc c'est plus à ce niveau-là. Mais je pense pas qu'il y ait je pense pas que d'emblée, tu aies plus de chances de tirer le meilleur parti de ton équipe parce que tu es une femme. Peu importe le groupe, moi je vais essayer d'avoir des données précises sur un contexte en particulier, sans biais par rapport à ça, au fait que ce soit des filles ou des garçons, mais avoir des données très précises pour voir qui sont les leaders de ce groupe, comment le groupe il est organisé, quels sont les sous-groupes, comment est-ce qu'elles travaillent ensemble, etc. Après, si je mets ça de côté, ça c'est mon approche, malgré tout, il y a deux choses que moi j'ai en tête parce que je l'ai lu dans mes études, dans mon doctorat, mais aussi parce que ça s'est confirmé ensuite dans la pratique. Il y a l'aspect cohésion sociale, comme j'ai dit, qui est plus importante dans les équipes féminines, donc cette besoin de connexion hors terrain pour performer sur le terrain. Et au-delà de ça, au niveau du leadership, dans la manière dont le leadership il est partagé au sein de l'équipe, dans la structure de leadership
selon les équipes féminines ou masculines. Il y a une vraie différence que moi j'ai observée, c'est que dans les équipes masculines, globalement, notamment chez les jeunes, ils pensent tous qu'ils sont leaders. Si je vais collecter mes données, si j'observe, si tu les questionnes, globalement tous, ils sont convaincus qu'ils sont leaders et qu'ils ont une influence sur cette équipe. Même si, par exemple, sur mes cartographies des relations dans le groupe, même si j'ai un joueur qui est à l'autre bout du monde, personne n'est connecté avec lui, etc., il peut des fois être convaincu qu'il est leader quand même. Ça a du bon ou non, parce que parfois il peut y avoir un décalage entre les perceptions des autres et la perception que tu as de toi-même. Ça peut entraîner des choses un peu compliquées en termes d'ego, gestion de groupe et tout. Mais à l'inverse, chez les féminines, j'ai observé des choses complètement opposées dans des équipes jeunes, où parfois tu as une joueuse qui est la leader incontestée, incontestable du groupe, et malgré ça, elle ne se perçoit pas comme une leader, elle ne se perçoit peut-être pas légitime pour prendre la parole ou pour démontrer des comportements de leadership de manière encore plus poussée, au-delà de ce qu'elle fait intuitivement. Et donc ça, c'est un truc que j'ai en tête, notamment dans les équipes jeunes pour l'accompagnement, ou en tous les cas pour peut-être la prise en charge du leadership, pour essayer de l'optimiser, pour que cette joueuse-là, au fur et à mesure, elle se sente légitime, qu'elle puisse avoir aussi d'autres coéquipières qui puissent la soutenir en clarifiant des rôles pour que chacune, pour qu'elle se complète et que ça soit un peu plus efficace globalement.